Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, pour ce 12e point presse de l'année 2021. Merci à ceux qui nous écoutent en audio et merci à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube du ministère des Armées. Nous allons commencer par les sujets d'actualité au nombre de 6 aujourd'hui. Tout d'abord, concernant l'armée de terre, je mentionne l'exercice Warfighter 21 qui se déroule au Texas en ce moment même du 6 au 15 avril, précisément à Fort Hood et à Fort Bliss. C'est l'état-major de la 3e division qui a été désigné pour prendre part à cet exercice majeur. C'est un exercice destiné à entraîner, à évaluer et à certifier un état-major de division. Ce type d'exercice existe depuis 2017. Il est ouvert aux principaux alliés des Américains et il permet de développer l'interopérabilité au niveau divisionnaire. Cet engagement permettra donc à la 3e division de l'armée de terre de s'entraîner sous les ordres d'un corps d'armée américain dans un environnement multinational. Cet exercice repose sur un scénario qui vise à créer un environnement opérationnel de haute intensité. 1000 personnes de l'armée de terre sont engagées dans cet exercice, 550 joueurs, entre guillemets, et 450 militaires en soutien. Ce déploiement français sur un exercice d'un tel niveau est inédit et symbolise parfaitement le changement d'échelle et les ambitions portées par l'armée de terre en matière de haute intensité. Deuxième sujet d'actualité concernant l'armée de l'air et de l'espace. La tenue ce mercredi 7 avril d'un exercice poker. Vous connaissez le principe de ces opérations que nous menons 4 fois par an et qui visent à réaliser en France un vol de démonstration de raid nucléaire. Pour la première fois, cet exercice poker s'est déroulé 2 jours. Cela a été rendu possible par la forte baisse du trafic aérien en ce moment même et cette opération a été menée avec la collaboration de l'ensemble des acteurs de l'aérien. Elle a permis aux équipages de l'armée de l'air, notamment les équipages Rafale et MRTT Phoenix, de s'entraîner à des scénarios et à des tactiques toujours plus poussées et toujours plus variées. Cette opération démontre une nouvelle fois la capacité de l'armée de l'air et de l'espace à mener de tels raids nucléaires, quels que soient les contextes, et en ce moment même le contexte sanitaire. Troisième point d'actualité, lui aussi relatif à l'armée de l'air et de l'espace, un exercice qui se tiendra du 12 au 22 avril, dont le nom est Iniokios, qui est organisé par l'Hellenic Air Force, donc armée de l'air grecque, auquel l'armée de l'air et de l'espace participera pour la première fois. Cette édition de l'exercice Iniokios verra le déploiement de plus d'une 60aine d'appareils de 7 pays différents, Grèce, Chypre, États-Unis d'Amérique, Israël, Émirats arabes unis, Espagne et France. Le détachement de l'armée de l'air et de l'espace, engagé sur cette opération, sera composé de 230 aviateurs, 6 avions Rafale B, donc des biplaces, et C, des monoplaces, avions qui viennent de la 4e escadre de Saint-Dizier et de la 30e escadre de Mont-de-Marsan, ainsi que 5 Mirage 2000D qui viennent de la 3e escadre de Nancy. Nos chasseurs feront face à des scénarios complexes, évolueront dans un espace aérien hostile, et au cœur de ce programme d'entraînement, du combat aérien et de la simulation de frappe, dans un cadre multinational. Là aussi, comme pour l'exercice Warfighter, le mot-clé est l'interopérabilité pour être en mesure de faire face rapidement à de nombreuses situations d'urgence. Quelle que soit la nationalité, quel que soit le cadre de l'engagement, un cadre OTAN, un cadre UE, un cadre de coalition internationale, ou un cadre de coopération européenne. Cette présence de l'armée de l'air et de l'espace à cet exercice majeur organisé par l'armée de l'air grecque ne fait que conforter le lien stratégique et le lien d'amitié qui unit nos deux pays. Je rappelle la mission Skyros, qui s'est déroulée il y a quelques semaines, là aussi avec la participation de l'armée de l'air et de l'espace, ou encore la participation récente de nos aviateurs à un défilé aérien à Athènes. Cette coopération s'inscrit également, vous en avez tous conscience, dans le cadre de la cession de 18 avions Rafale à la Grèce, opération qui est en train de se dérouler. Quatrième point d'actualité relatif à la Marine nationale. Le retour cette semaine de la mission du sous-marin nucléaire d'attaque Émeraude et du bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Seine après 199 jours de mer. Ces 2 bateaux sont rentrés à Toulon après plusieurs mois en Indo-Pacifique. Ce déploiement, il a permis de réaffirmer l'intérêt de la France pour cette zone stratégique. Et c'était en quelque sorte une mission pionnière. Pionnière à cause de la zone d'opération, qui est inhabituelle pour notre marine nationale, mais qui s'explique parfaitement, et je vais y revenir, et par son élongation remarquable. Ce sont 150 sous-mariniers et 50 marins des forces de surface qui ont été engagés dans cette mission pendant 199 jours de mer, ce qui est tout à fait remarquable. Ce déploiement en mer de Chine, il a permis d'accroître notre connaissance de cette zone, qui est une zone d'intérêt stratégique pour nous.
et de réaffirmer l'attachement de la France à deux choses irréfragables, la liberté de navigation et le respect du droit international. Cette mission a permis de témoigner de la forte interopérabilité avec nos marines partenaires, en premier lieu marine australienne et marine américaine, mais aussi la marine japonaise et la marine indonésienne. Avec un haut niveau de confiance mutuelle, en témoigne le soutien opérationnel que la France a reçu, notamment pour les escales du SNA et du BSAM Seine. Au plan national, cette mission elle a été permise grâce à un travail interarmées et interservices, que ce soit dans le domaine du soutien logistique, pour la relève de l'équipage par exemple, que ce soit dans le domaine de l'interopérabilité avec les forces de souveraineté des zones concernées, que ce soit avec le soutien en matière de transmission. Et évidemment, et peut-être aurait-on dû commencer par cela, c'est une aventure humaine hors norme, qui témoigne de l'endurance, de l'engagement et du très haut niveau de compétences et de qualification de nos marins. Cette mission a vocation à être suivie par de nouvelles opérations de ce type. 5e point d'actualité, relatif à la Direction générale de l'armement et à la lutte contre les fausses informations. Je vais donc vous parler d'un projet dont le nom est Confirma, qui est un acronyme qui signifie contre-argumentation contre les fausses informations. Nous avons tous conscience de ce que représentent aujourd'hui les fake news, un phénomène mondial d'une ampleur inédite, généralement produite par des sites qui ont fait de cette fabrication de fausses nouvelles leur spécialité et qui sont ensuite relayées sur des réseaux sociaux. Une étude publiée en 2019 a montré l'augmentation extrêmement sensible du nombre de fausses informations relayées, qui est passé en un an de 35,5 à 45,5 millions. Cette désinformation, elle perturbe le débat démocratique, c'est un instrument de déstabilisation, voire un instrument offensif. Et malheureusement, cette désinformation, elle peut aussi accompagner ou aller à l'encontre d'opérations militaires. C'est la raison pour laquelle le ministère des Armées compte parmi ses priorités la lutte contre la désinformation, et notamment la désinformation en ligne. Depuis 2015, la Direction générale de l'armement a soutenu des études et des projets relatifs à cette lutte contre la désinformation. En 2015 a été passé un dispositif rapide, donc c'est ce régime spécifique d'appui pour les PME, pour faire de l'innovation duale, qui profite aussi bien au ministère des Armées qu'à des domaines civils. Le projet de ce rapide s'appelait VERDI, qui est la contraction de vérification et de dissimulation, qui est un outil automatique de détection des fake news, pour le dire simplement, auprès d'une start-up qui s'appelle Storyzy, comme Story en anglais et ZY ensuite. Donc cette start-up, elle est spécialisée dans la détection automatique de sites qui diffusent et qui fabriquent des fake news. Et c'est un mélange en termes de technologie entre du traitement automatique de langue et de l'intelligence artificielle. Technologie qui a été commercialisée finalement en septembre 2017. Nous sommes allés plus loin depuis cette date, et de 2018 à 2020, la DGA a lancé le projet Confirma, toujours en lien avec cette start-up, Storyzy, et en lien avec d'autres laboratoires publics. Donc concrètement, nous avons aujourd'hui un logiciel capable d'extraire des arguments, soit en faveur, soit contre un sujet particulier, basé sur des techniques d'apprentissage automatique. Ce logiciel, il est extrêmement utile pour faire deux choses. La première chose, c'est d'arriver à proposer une chronologie dans la diffusion de l'information. Qui l'a fabriquée, comment elle est née, et donc ça nous permet de mieux identifier les réseaux d'acteurs qui fabriquent ce genre d'information. Et ensuite, ce logiciel, il nous permet d'identifier les communautés qui vont particulièrement relayer ces fausses informations. Et donc, ça nous permet, nous, de notre côté, de proposer des méthodes et des outils pour construire des contre-arguments et savoir auprès de qui les diffuser. Même technologie, intelligence artificielle, traitement automatique du langage, plus des techniques dont les noms sont un peu ésotériques, mais qui reposent sur de l'extraction de structures argumentaires et de la psychologie expérimentale. Voilà, tout le monde peut comprendre dans le contexte actuel à quel point ce logiciel est utile. C'est un logiciel qui bénéficie de manière concrète au ministère des Armées, au ministère de l'Intérieur, à l'OTAN. Dernier point d'actualité, nous l'avons déjà dit cette semaine, mais j'y insiste car c'est important, la remise par la ministre des Armées, ou la remise de 2 prix, pas une remise physique et formelle, ça arrivera plus tard quand ce sera possible, mais en tout cas l'annonce des 2 lauréats des Galons de la BD, qui est le prix de la BD du ministère des Armées. Le premier lauréat, donc titulaire du Grand Prix d'un montant de 6 000 €,
est la bande dessinée La Bombe, dont les auteurs sont Alcante, L.F. Bollet, les scénaristes, et Denis Rodier, le dessinateur, paru aux éditions Glénat. C'est un ouvrage qui retrace de manière extrêmement intéressante, didactique et étayée. Je vous invite vraiment à lire cette BD qui fait près de 500 pages. La mise au point des premières armes nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça convoque tous les acteurs clés, que ce soit des militaires, que ce soit des scientifiques, qui ont fabriqué et qui ont participé à l'aventure de création de la bombe atomique. Le deuxième lauréat de ce prix, le prix Histoire d'un montant de 3 000 €, a été attribué à Raphaël Messan pour Les damnés de la Commune, paru aux éditions Delcourt en novembre 2019. C'est un ouvrage qui a pour sujet l'insurrection de Paris en 1871. Je mentionne qu'en complément de ces deux prix, le jury a tenu à mentionner Napoléon doit mourir de Jean-Baptiste Bourgois aux éditions Sarbacane, pour son ton décalé et son invitation poétique à la rêverie, autant qu'une réflexion sur l'art du commandement. Donc dès que les conditions sanitaires le permettront, nous organiserons une remise en bonne et due forme de ces prix. Voilà pour les sujets d'actualité de la semaine. Y a-t-il des questions en salle ou en visio ou audio sur ces premiers points d'actualité ? Dans la négative, je vais donc continuer avec l'agenda des deux ministres. Je fais un rapide retour concernant l'agenda de Mme Parly, ministre des Armées, sur la visioconférence Takuba qu'elle a menée hier avec les pays membres de ce dispositif. La ministre revient, comme vous le savez, d'un déplacement au Sahel. Elle s'est rendue à Gao et à Ménaka. Elle a rencontré des militaires européens impliqués dans la task force Takuba et elle était accompagnée par les ministres de la Défense estoniens et tchèques. À cette occasion, la pleine capacité, ce qu'on appelle la FOC, la Full Operational Capability de la force Takuba, a été prononcée. Donc c'est la concrétisation d'un projet très inédit et très ambitieux et pleinement européen qui consiste à accompagner au combat les forces maliennes. Cette montée en puissance de Takuba ne s'arrête pas pour autant, puisque nous allons bientôt avoir un contingent italien qui va rejoindre les rangs de Takuba, et qu'aujourd'hui même, le Danemark, et je vous renvoie au communiqué de presse que le ministère de la Défense danois vient de faire paraître il y a quelques heures, le Danemark vient d'annoncer sa rejointe du dispositif Takuba. Donc cette réunion entre ministres hier a permis de faire un point sur la situation sécuritaire au Mali et d'ouvrir des perspectives sur de nouvelles participations. Vendredi de cette semaine, vendredi 9, la ministre devrait s'entretenir avec son homologue allemande, Mme Kramp-Karrenbauer. Au menu, évidemment, le SCAF et les autres programmes en coopération. Je vous rappelle que les États, et notamment la France, qui est en charge du pilotage du projet SCAF pour le compte des États, a bien reçu une offre de la part des industriels sur l'ensemble des piliers du projet SCAF. Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce stade. Maintenant, cette offre, elle est sur la table et elle doit être discutée, négociée par les autorités étatiques en lien avec les partenaires industriels. Et en fonction de l'évolution de ce dossier, qui est un dossier prioritaire pour la ministre, nous reviendrons bien évidemment vers vous. Lundi 12 prochain, la ministre se rendra à Olivet, commune au sud d'Orléans, en région Centre-Val de Loire, pour l'ouverture d'un centre de vaccination installé dans un complexe sportif, le complexe sportif du Lary. Je laisserai le colonel Barbry de l'état-major des armées rentrer dans les détails de l'opération logistique. Simplement vous dire que c'est le 12e régiment de cuirassiers qui viendra en appui de l'établissement et du fonctionnement de ce centre de vaccination. Je rappelle la décision qui a été prise très récemment par la ministre des Armées d'ouvrir 7 centres de vaccination dans des hôpitaux d'instruction des armées, avec un objectif de 50 000 Français vaccinés par semaine, 1 000 Français par jour et par centre à terme. La ministre des Armées a également demandé aux armées de se tenir prêtes à faire plus, au-delà donc de ces centres de vaccination dans nos 7 HIA. Cette visite à Olivet, c'est la première manifestation concrète de faire plus. Et nous pourrions évidemment aller au-delà. Les planifications sont en cours. Nous discutons avec les agences régionales de santé, avec les préfectures, et nous vous tiendrons bien évidemment au courant d'autres éventuelles initiatives de ce type qui seraient décidées dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Voilà, encore une fois, le colonel Barbry vous donnera des détails complémentaires sur le centre de vaccination d'Olivet. La ministre, toujours lundi 12, se rendra ensuite à Cherbourg, sur le chantier de réparation du sous-marin nucléaire d'attaque Perle, pour une opération importante qui va être
la présentation de la partie arrière de la Perle et de la partie avant du Saphir. Vous vous souvenez que la Perle avait fait l'objet d'un incendie important le 12 juin dernier. La partie avant du sous-marin avait vu des températures très élevées. Cette partie n'est donc pas réparable. Par contre, la partie arrière, celle qui comprend d'habitude le cœur nucléaire qui n'était pas à bord au moment de l'incendie, cette partie arrière, elle est intacte. Donc, à la lumière d'un dossier technique extrêmement complet présenté par la Marine nationale, le service de soutien de la flotte et la Direction générale de l'armement, la ministre des Armées a décidé le 22 novembre dernier de faire réparer la Perle en soudant sa partie arrière et en lui adjoignant une partie avant qui vient de l'ex-sous-marin nucléaire d'attaque Saphir, qui était en cours de désarmement, mais dont la structure était évidemment parfaitement saine. Donc concrètement, il s'agira de relier à peu près 200 câbles électriques et tuyaux entre les deux tronçons de sous-marins. C'est une opération technique complexe, évidemment. Peu de chantiers navals au monde sont capables de faire une telle opération. Néanmoins, pour Naval Group, c'est une opération relativement courante. D'une part, parce que les sous-marins nucléaires sont fabriqués de la sorte, par jonctionnement de tronçons cylindriques. Et d'autre part, il arrive que pour des opérations de maintenance majeures, on doive aussi séparer en plusieurs parties les sous-marins pour ensuite les rabouter, les jointoyer, si vous voulez. Ce qui rend l'opération inédite, néanmoins, c'est d'opérer à partir de tronçons de sous-marins qui viennent de bateaux différents. Donc, en termes de calendrier, la Perle restera à Cherbourg jusqu'au mois d'octobre et elle devrait être opérationnelle à l'horizon mai-juin de l'année 2023. La ministre, sur place à Cherbourg, en profitera pour aller saluer les équipes australiennes installées sur le site. Le lundi 12 toujours, cette fois-ci concernant Madame Darrieussecq, ministre déléguée, la ministre sera en visite officielle dans les Landes. Elle se rendra notamment sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, la base aérienne 118. Elle visitera dans un premier temps le centre médical des armées, qui est en cours de rénovation. Elle fera un point sur le chantier du gymnase, dont elle posera la première pierre, ainsi que sur le projet de crèche de l'unité, projet qui est prévu au titre du plan famille, développé par la ministre des Armées, Florence Parly. Le lendemain, mardi 13 avril, la ministre Florence Parly recevra son homologue italien à l'hôtel de Brienne. Ce sera l'occasion pour les deux ministres de faire un point sur notre engagement commun, notamment au Sahel, sur nos initiatives pour renforcer l'Europe de la défense, notamment dans le cadre de la boussole stratégique, un document porté par l'Union européenne qui synthétise les menaces à moyen terme auxquelles l'Union européenne pourrait faire face et qui doit guider notre action en matière de politique de défense à l'échelle européenne. Et les deux ministres feront un point dans le domaine capacitaire, parleront notamment du SAMT-NG, donc le système sol-air moyenne portée, terrestre de nouvelle génération, et sur le projet Eurodrone. Le lendemain, jeudi 15 avril, la ministre présidera un comité technique ministériel. C'est l'instance qui rassemble les syndicats représentatifs au ministère des Armées et la ministre elle-même. Elle se déplacera ensuite dans l'après-midi sur le site de Marignane, le site d'Airbus Hélicoptère. Elle y fera une annonce, une bonne nouvelle, une de plus, dans le cadre du plan de relance aéronautique. Donc plus d'informations jeudi de la semaine prochaine. Enfin, vendredi 16 avril, la ministre fera un déplacement dans le sud-est. Elle ira notamment à la rencontre des soignants du SSA, à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne, à Toulon, qui sont évidemment très fortement mobilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie et qui, en particulier, accueillent depuis le début de cette semaine un centre de vaccination. Par ailleurs, elle devrait assister à la réception de la frégate européenne multimission Alsace à Toulon. Voilà, donc c'est un certain nombre de déplacements de la ministre que je vous annonce aujourd'hui lors de ce point presse. Évidemment, ça reste un agenda prévisionnel. Vous connaissez le contexte sanitaire, les choses peuvent évoluer rapidement. Mais voilà, à l'heure où on se parle, l'état des déplacements de Mme Parly et de Mme Darrieussecq qui sont prévus pour la semaine prochaine. Avez-vous des questions sur ces agendas ? Je vais donc aborder dorénavant le focus thématique de ce point presse, que nous allons, comme à chaque fois, mener à plusieurs voix. J'aurai un court propos liminaire et ensuite je passerai avec grand plaisir la parole à l'équipe de programme du porte-avions Nouvelle Génération. Cette semaine, c'est un anniversaire, ce sont les 60 ans de la DGA. Donc, je vais vous dire quelques mots de la DGA et ensuite je ferai un court propos sur le porte-avions de Nouvelle Génération, projet emblématique de ce que la DGA
en collaboration avec les forces armées, sait faire, c'est-à-dire mener des projets particulièrement complexes. Alors, quelques dates clés dans l'histoire de la DGA, qui auparavant s'appelait Délégation ministérielle pour l'armement, DMA, a été créée par le général de Gaulle le 5 avril 61. L'ambition de cette DMA, c'était doter la France d'une force de dissuasion nucléaire. C'était vraiment au premier chef le rôle de la DMA. Le rôle de la DMA, c'était aussi, bien sûr, doter les forces armées françaises des équipements du meilleur niveau et d'apporter un soutien, de favoriser l'industrie d'armement nationale, condition sine qua non de notre souveraineté, et de notre souveraineté d'action opérationnelle notamment. Changement de nom en 1977, la DMA est devenue la Délégation générale pour l'armement, puis en 2009, la Direction générale de l'armement. Le patron de la DGA, lui, s'est toujours appelé depuis 1977 délégué général pour l'armement. Ces glissements sémantiques, ils se sont accompagnés de réformes sur le fond. Et concrètement, on a basculé d'une structure qui initialement était une structure de production d'armement, au sein de laquelle il existait des arsenaux terrestres, arsenaux navals notamment, direction des constructions navales, auparavant direction des constructions et armements navals, et le GIAT, évidemment. Et donc, on a glissé de cette structure de production d'armement à une direction de maîtrise d'ouvrage, de projets technologiques très complexes. Donc concrètement, aujourd'hui, la DGA, c'est une capacité à conduire des projets technologiques très complexes. Il y a par exemple une centaine de programmes d'armement majeurs qui sont menés chaque année par la DGA. Une expertise technique extrêmement pointue qui repose sur 10 centres d'essais et d'expertise, des moyens d'essai uniques en Europe. Et en termes de personnel, là aussi j'aurais dû commencer par là, 10 000 femmes et hommes qui sont répartis sur tout le territoire et qui mettent leur excellence technique au service des missions de notre défense nationale. Si je suis un tout petit peu plus précis sur la typologie, si je puis dire, des personnels de la DGA, 60% de cadres, essentiellement des ingénieurs, 26% de femmes, direction qui est très, très féminisée, notamment dans les hautes strates de l'administration de la DGA. On en avait parlé lors d'un récent point presse sur la mixité. 19% de militaires, essentiellement des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement. Un âge moyen de 46 ans et une ancienneté moyenne dans la maison DGA, entre guillemets, de 19 ans. Alors, la DGA, elle a évolué dans sa façon de travailler, c'est-à-dire on est passé, ce que je disais, de structures plus d'arsenaux à des structures de maîtrise d'ouvrage et de gestion de projet. Elle a évolué dans ses outils. Évidemment, la simulation numérique est montée en puissance. On s'astreint dorénavant à concevoir des architectures qui sont capacitaires, donc on ne raisonne pas par milieu, air, terre, mer, chacun dans des tuyaux d'orgue, mais on essaye de mettre de la transversalité et de répondre à un effet militaire recherché. C'est ça l'approche capacitaire. Des approches incrémentales, ça veut dire qu'au fil de la vie d'un programme qui parfois dure 30 ou 40 ans, on est capable d'intégrer très rapidement des innovations. Et aussi, c'est une relative nouveauté, même si ça a plus ou moins toujours existé sous une autre forme, des équipes de programme qui sont intégrées, et les deux personnes qui vont prendre la parole juste après moi en témoignent. La DGA travaille de manière extrêmement étroite avec les forces, et c'est ça qu'on appelle une équipe de programme intégrée, c'est l'adjonction de compétences des différentes branches du ministère des Armées. Évidemment, le travail en plateau, client final que sont les armées, DGA, maîtrise d'ouvrage du projet, et industriels qui se réunissent, qui réfléchissent ensemble sur le besoin, sur la façon de le spécifier, et qui ensuite négocient un contrat en bonne et due forme avant que les forces armées puissent être livrées. Bon, évidemment, c'est une capacité à anticiper sur le long terme. L'Agence de l'innovation de défense a été créée. Il y a aussi beaucoup de travaux capacitaires qui sont menés au sein de la DGA. Je ne vous refais pas la liste, mais en matière d'intelligence artificielle, de quantique, de biologie de synthèse, d'énergie nouvelle, la DGA est à la pointe. Lutte anti-drone, système de combat du futur, robotique. Il y a un volet important dans l'action de la DGA, c'est le soutien à l'industrie. Que ce soit des grands industriels ou des petits, on a absolument besoin d'un tissu industriel robuste qui soit capable d'absorber des charges qui sont évolutives dans un secteur plus civil, par exemple. Donc, la DGA a toujours assumé une continuité finalement d'action dans les bureaux d'études, dans les chaînes de production, parce que les programmes d'armement sont des programmes sur des cycles très longs, mais entre deux lancements de programmes, il faut quand même que les ouvriers, les ingénieurs, les techniciens des industriels privés puissent travailler. Donc la DGA est très attentive au maintien de ces capacités industrielles. Et évidemment, la DGA, c'est la promotion de la coopération européenne.
Donc, si je devais résumer très rapidement, et ensuite on va passer au porte-avions, les missions de la DGA, elles sont au nombre de 3. D'abord, c'est équiper les forces armées. Les forces armées ont des besoins. On a un modèle d'armée complet. Le travail de la DGA, c'est d'équiper les forces armées. Donc, ça veut dire spécifier un besoin en lien étroit avec les forces armées, et ensuite négocier un contrat et réceptionner le matériel avant qu'il puisse être utilisé par les forces armées. Ça, c'est le premier axe de la DGA. Le deuxième axe, c'est préparer l'avenir. Donc, préparer l'avenir, ça veut dire anticiper les technologies de demain. Ça passe par des mécanismes type études amont, projet de recherche, projet scientifique, projet technologique. J'en ai parlé. Et le troisième axe, c'est l'international et l'accompagnement notamment du tissu industriel à l'exportation au sein d'une équipe France très soudée. Mais je tiens à redire qu'on n'a pas d'industrie de défense nationale souveraine si on n'a pas d'exportation. On ne peut simplement pas assumer des bureaux d'études, des chaînes de production avec les strictes demandes nationales. Donc c'est un besoin vital d'aller chercher des marchés à l'export, et c'est ce à quoi contribue la DGA. Donc ça peut paraître paradoxal, mais une condition de la souveraineté, c'est les exportations d'armement. Voilà, je vous renvoie aux documents qui soit ont déjà été diffusés, soit le seront incessamment. Un communiqué de presse des 60 ans de la DGA, un dossier de presse, beaucoup de publications sur le site internet du ministère des Armées et les réseaux sociaux de la DGA, avec notamment un certain nombre d'interviews de grands témoins au sujet de la DGA que je vous invite à écouter ou à visionner, c'est extrêmement intéressant. Voilà, pardon, j'ai été un tout petit peu long, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Nous allons maintenant passer au sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est le porte-avions de nouvelle génération. La Marine a, elle aussi, célébré un anniversaire récemment, c'était les 100 ans du premier appontage sur un porte-avions, qui a été précédemment un croiseur, le Béarn, par le lieutenant de vaisseau Paul Teste. Ça, c'est l'histoire. L'actualité très récente, c'est la prise de commandement par le groupe aéronaval de la Task Force 50, actuellement dans le Golfe arabo-persique, qui témoigne d'une chose, c'est du rôle de leader et du rôle de très grande puissance maritime que joue la France. Rôle qui a été reconnu par les Américains. C'est pourquoi ils nous ont remis finalement ce commandement de la Task Force 50. Donc c'est une marque très importante de confiance de la part de nos alliés américains. Donc très clairement, un porte-avions tel que le Charles de Gaulle, c'est un outil majeur pour la France, un outil politique, un outil militaire, un outil opérationnel. Nous préparons la suite du Charles de Gaulle, et c'est ce qui va vous être présenté maintenant par le directeur du programme porte-avions Nouvelle Génération et l'officier de programme. Quelques idées, et vraiment après je m'arrête. D'abord, un porte-avions, il faut bien avoir en tête que ça fait partie des discriminants entre une marine de deuxième rang et une marine de premier rang. La France, elle est dotée d'un porte-avions. Ça lui permet de tenir son rang parmi les puissances maritimes, et ça fait d'elle, véritablement, avec beaucoup d'autres choses, avec la force de dissuasion, avec de nombreux bâtiments de surface, mais ça fait d'elle une marine océanique de classe mondiale. Nous avons aujourd'hui le Charles de Gaulle qui est à la mer. Il y a une absolue nécessité d'avoir une continuité opérationnelle entre la fin de vie du Charles de Gaulle, qui aujourd'hui est prévue en 2038, et le porte-avions de nouvelle génération. C'est indispensable au plan de la continuité des savoir-faire, qu'ils soient militaires ou industriels, et c'est indispensable au plan opérationnel, tout simplement. Donc nous sommes sur un programme d'armement qui est aujourd'hui sur le chemin, qui est sur le trait pour avoir un remplaçant au Charles de Gaulle en 2038, mais il y a nécessité de ne pas traîner, et c'est ce que les équipes font, et c'est pourquoi, dès la loi de programmation militaire 2019-2025, avait bien été anticipé le besoin de remplacer ce porte-avions, et donc de lancer les études. Études pour fabriquer, concevoir puis fabriquer le porte-avions, et puis du côté des équipages, la nécessité aussi de prévoir la montée en cadence d'un équipage compétent et formé qui soit à même de prendre le relais sur le porte-avions de nouvelle génération. Donc, vous vous souvenez de la décision récente du président de la République au Creusot, le 8 décembre, le choix d'une propulsion nucléaire. Je ne reviens pas sur les raisons de ce choix. Un choix, évidemment, d'affirmation de puissance stratégique et politique, un choix d'autonomie opérationnelle, et puis un choix de pérennité industrielle d'une filière, la filière de développement et de construction de chaufferies nucléaires embarquées, très spécifiques, dont on a un besoin impérieux pour notre force de dissuasion. Et donc un des enjeux dans le choix de la propulsion nucléaire, c'est aussi avoir un tissu industriel qui soit même, sur le long terme, d'être capable de concevoir et de fabriquer des chaufferies pour la force de dissuasion. Voilà, donc clairement, la France, avec cette décision,
est et reste dans le club restreint avec les États-Unis des nations capables de mettre en œuvre un porte-avions de supériorité, avec donc une propulsion nucléaire, des catapultes et un brin d'arrêt. L'actualité récente, c'est la notification par la DGA à Naval Group, au chantier de l'Atlantique et à Technicatome, d'un contrat pour l'avant-projet sommaire de ce porte-avions, donc 200 millions d'euros qui sont investis dans les bureaux d'études des maîtres d'œuvre. Et je rappelle l'ordre de grandeur, et on n'en dira pas plus sur ce sujet en matière budgétaire, d'ici 2025, c'est de l'ordre d'1 milliard d'euros qui seront consacrés au développement de ce porte-avions de nouvelle génération. Voilà, j'ai été trop long, pardon. Je passe maintenant la parole au capitaine de frégate Jérôme, qui est l'officier de programme du porte-avions NG, auquel succédera au micro l'ingénieur en chef de l'armement Jean-Baptiste, qui est directeur du programme porte-avions de nouvelle génération. Merci messieurs, et je vous cède la parole. Voilà, donc concernant le besoin de la marine que je vais vous exposer pendant quelques minutes, il est avant tout de faire en sorte que le groupe aéronaval puisse être en mesure de remplir ses missions dans un contexte qui se sera particulièrement durci. Ce sera particulièrement durci, notamment parce que nos compétiteurs nous contestent désormais une suprématie navale occidentale qui s'était exercée depuis 30 ans. À titre d'exemple, la marine chinoise vient de dépasser la marine des États-Unis, l'US Navy, en nombre de navires. Elle arme un nouveau type de porte-avions tous les 7 ans. Plus généralement, dans la décennie à venir, le nombre de porte-avions va augmenter. Il est aujourd'hui de 19. Il va passer à 2027 d'ici à 2030. Dans ce contexte, nous devons nous préparer à une forte opposition. C'est pourquoi, parmi toutes les missions qui sont listées ici, j'ai souhaité insister sur la maîtrise des espaces aéromaritimes, c'est-à-dire le contrôle, si besoin par la force, de l'espace nécessaire pour conduire nos opérations. Cette mission sera à la base des opérations de demain, vu que la grande majorité des actions qui sont conduites vers la Terre passent par la mer ou au-dessus de la mer. Notre besoin est donc d'être capable de conduire ce groupe aéronaval de nouvelle génération dans ce contexte afin de garantir nos capacités d'entrée en premier par la mer. Et dans ce groupe aéronaval de nouvelle génération, il y aura donc un porte-avions de nouvelle génération. Suivante. Voilà, donc sur cette planche, nous avons résumé ce que la marine attend de ce porte-avions de nouvelle génération. Et en premier lieu, la mobilité. La mobilité pour 3 raisons. La première est stratégique, elle consiste à pouvoir rallier rapidement un théâtre d'opération si nécessaire en parcourant 1000 km par jour. Elle est ensuite tactique pour être imprévisible vis-à-vis de nos adversaires. Et enfin, elle est là pour assurer la sécurité du ramassage de nos aéronefs dans toutes les conditions. Il devra être ensuite capable de générer des missions aériennes de manière répétée et dans la durée pour répondre aux scénarios élaborés avec l'état-major des armées. Ça peut signifier jusqu'à 60 sorties armées par jour dans des scénarios de haute intensité. Il pourra accueillir un équipage dans des conditions qui permettent à la fois de travailler et surtout de durer à la mer. Il continuera à participer à la dissuasion en embarquant la force aéronavale nucléaire. Son taux de disponibilité devra permettre de répondre à la demande des autorités politiques afin de protéger les intérêts français. À titre d'information, le Charles de Gaulle, aujourd'hui, il est disponible à 65%. La capacité à durer, ensuite, va être essentielle pour pouvoir opérer loin, longtemps et en autonomie. À titre d'exemple, le porte-avions Nimitz vient de rentrer d'un déploiement de 11 mois. Mais une capacité à durer, ça passe aussi par des capacités ateliers. Si on prend le Charles de Gaulle, une mission de 4 mois du Charles de Gaulle, c'est une 50aine de visites et de contrôle de réparation de moteurs de Rafale. Sa capacité à combattre et à encaisser les coups devra être adaptée au contexte durci que je vous ai présenté précédemment. Enfin, l'évolutivité sera clé pour que le navire puisse opérer jusqu'en 2080 et accueillir des nouveaux aéronefs et armements tout au long de sa vie. Donc pour résumer, le porte-avions de nouvelle génération sera avant tout une plateforme capable de générer des sorties aériennes à long rayon d'action, lourdement armées, dans la durée et à un rythme soutenu. On a parlé beaucoup de la machine, maintenant je voudrais vous parler des hommes qui font fonctionner cette machine, donc suivante. Voilà, vu de la marine, ce programme revêt aussi un enjeu humain majeur. C'est un défi qui commence dès à présent si nous voulons bénéficier des 300 marins experts nécessaires dès 2034. Je m'explique. L'équipage du porte-avions comportera environ 1100 marins, auxquels on va ajouter 600 pilotes et techniciens du groupe aérien embarqué, une centaine de membres de l'état-major embarqué, ainsi que 200 spécialistes qui embarqueront en fonction des missions, soit à peu près 2000 marins embarqués. Générer un équipage
est une tâche de longue haleine. On ne recrute pas un futur commandant de porte-avions sur un casting comme dans le privé. C'est un poste qui se construit dans la durée. Le premier commandant du porte-avions de nouvelle génération est déjà lieutenant de vaisseau, soit un équivalent de capitaine dans l'armée de terre. Il est peut-être aujourd'hui commandant d'un bâtiment-école. Vous savez, ces petites unités qui servent à former les nouveaux officiers et nouveaux officiers mariniers à naviguer. Il devra faire ses preuves en commandant 2 fois des unités de combat à la mer avant de pouvoir prétendre au commandement du navire amiral. Un autre exemple, le futur chef machine du porte-avions, qui est notamment en charge des chaufferies nucléaires, vient juste de rentrer à l'école navale. Et il ne sait pas encore qu'il va choisir une voie d'ingénieur atomécien. Je pourrais aussi vous parler du chef des chiens jaunes, le chef d'orchestre du pont d'envol, qui devra lui aussi exercer plusieurs instruments de musique avant de prétendre à ses fonctions. Donc c'est un défi majeur pour la marine de générer le vivier de compétences pour créer cet équipage à temps, alors que le Charles de Gaulle poursuivra ses opérations. En particulier, générer les experts qui vont rejoindre le navire à Saint-Nazaire, donc ce qui est marqué sur l'écran, vers 2034. Ces spécialistes sont essentiels, c'est eux qui suivront les premiers essais et surtout qui vont écrire les règles de fonctionnement du navire. Or, ils mettront 15 années à être formés, ce qui signifie que ce défi débute dès à présent. Après vous avoir présenté le besoin de la marine, je laisse maintenant la parole à l'ingénieur en chef de l'armement Jean-Baptiste pour vous présenter le défi industriel de la réalisation de ce navire. Donc la planche parle d'elle-même pour ce qui est de la réponse aux besoins de la marine. Et je voudrais revenir essentiellement sur le calendrier qui est d'importance. Les chaufferies nucléaires du Charles de Gaulle ont divergé en 1998 et atteindront leur durée de vie de 40 ans en 2038. Pour une admission au service actif de son successeur avant cette échéance, le début des essais à la mer doit intervenir en 2036. En remontant le temps, 10 ans sont nécessaires pour aboutir à un navire prêt pour ces essais. Cela tient au délai d'acquisition des catapultes et des brins d'arrêt auprès des États-Unis, à la réalisation des chaufferies nucléaires, mais aussi à celle des systèmes opérations, le système aviation et le système de combat, avec de nombreuses interfaces à maîtriser. L'ensemble de ces systèmes doit en effet être prêt pour leur intégration dans la coque, finalement assemblée sur une période courte à Saint-Nazaire, dans la première moitié de la décennie prochaine. J'y reviendrai un peu plus loin. Le lancement en réalisation doit donc intervenir dès le début de la prochaine période de programmation militaire. À cette fin, une phase d'avant-projet sommaire de 2 ans a été lancée en mars 2021 pour consolider une architecture et une logique industrielle de référence. Elle sera suivie de 3 ans d'avant-projet détaillés pour permettre la remise et la négociation d'une offre ferme de développement-réalisation en lien avec l'instruction de sûreté nucléaire qui se déroule en parallèle. La planche suivante présente de manière schématique la boucle d'ingénierie à dérouler pour faire un porte-avions. Il y a 3 équations principales à surveiller en permanence. Celle du haut, celle du pont d'envol d'abord. Pont d'envol qui intègre les systèmes de mise en œuvre de l'aviation, dont les catapultes et les brins d'arrêt, les dispositifs de sécurité associés et le système de combat, notamment dans l'îlot que vous voyez à l'arrière. Pour donner un exemple, c'est la course des brins d'arrêt qui détermine au premier ordre, avec la pente d'appontage des aéronefs, la longueur du pont d'envol. Avec le hangar et les circulations verticales qui portent les principaux flux, opérations, munitions, préparation des aéronefs, maintenance aéronautique, carburant, ravitaillement, le pont d'envol détermine la performance principale du porte-avions. Cette dernière doit ainsi pouvoir être systématiquement confrontée avec les scénarios opérationnels de la marine. De même, le système de combat doit être pensé en complémentarité avec l'escorte au sein du groupe aéronaval. L'équation du bas, de la carène ensuite, notamment dans les fonds dans lesquels il faut faire rentrer les compartiments énergie, les compartiments propulsion et auxiliaires et les soutes à munitions. L'enjeu est d'optimiser la forme hydrodynamique de la coque et sa stabilité, de trouver une place adaptée aux locaux opérationnels, aux hangars, aux ateliers de maintenance, à tous les locaux vie nécessaires à l'équipage, tout en veillant en permanence à la compatibilité avec les infrastructures portuaires. Enfin, vient l'équation primordiale pour maîtriser le déplacement du navire et équilibrer les besoins de puissance et d'énergie, notamment pour la propulsion, avec les capacités de génération d'énergie, les chaufferies nucléaires, puis de conversion et de transmission d'énergie, les turbo-alternateurs
et l'usine électrique. Ce système d'équations est bien entendu à résoudre dans le respect des exigences réglementaires en matière de sécurité générale, de sécurité maritime et de sécurité nucléaire. Les travaux d'avant-projet sommaire des 2 prochaines années visent donc, sur cette base, à établir une architecture de référence répondant de manière optimisée aux besoins militaires. Ils s'accompagneront de nombreux essais, simulations numériques et de premiers travaux d'industrialisation. Pour n'en donner que 3 exemples, je ferai mention des essais de maquettes du porte-avions qui seront menés par la DGA en bassin à Val-de-Reuil et au lac de Castillon, en lien avec les industriels, de l'outil numérique d'optimisation des flux opérationnels que Naval Group s'apprête à mettre en place sur le plateau d'ingénierie industrielle commun de Lorient, du forgeage des premières pièces d'épreuve des chaufferies nucléaires que le CEA s'apprête à lancer, notamment pour ce qui concerne la bride de cuve. Sur la diapo suivante, je reviens sur la logique de construction. Comme annoncé par la ministre le 18 mai 2020 dernier, le porte-avions sera construit à Saint-Nazaire, en exploitant pleinement la capacité de l'outil industriel des chantiers de l'Atlantique, avec sa grande forme de construction et sa logique d'assemblage par blocs prééquipés. Sont concernés Naval Group et tous ses établissements, dont celui de Lorient pour l'ingénierie, Chantier de l'Atlantique déjà évoqué, et Technicatome pour les chaufferies, à Aix-en-Provence principalement pour l'ingénierie. La construction de la coque commencera par la réalisation d'un tronçon chaufferie pour accueillir les 2 modules en provenance du site proche de Nantes-Rinderet de Naval Group. Les 2 modules auront été préalablement assemblés par Technicatome et Naval Group. L'assemblage se poursuivra autour de ce tronçon avec une progression dans la forme pour aboutir à une coque complète en moins d'1 an. Les travaux d'armement se poursuivront ensuite au bassin à Saint-Nazaire, avant transfert à Toulon pour l'achèvement et les mises en route. Avec les chaufferies et les turbo-alternateurs, 2 autres chantiers principaux s'inscrivent en amont de l'assemblage. L'approvisionnement des équipements des catapultes et des brins d'arrêt, dont l'acquisition en FMS auprès de l'US Navy et de General Atomics, a vocation à être initiée dans la foulée du lancement en réalisation, à l'issue d'un essai de compatibilité d'un Rafale sur les installations à terre de l'US Navy, à Lakehurst. Les essais en plateforme d'intégration par Naval Group à Olioul du système de combat et la préparation de son intégration, notamment à l'îlot. Il s'agit, pour tous ces équipements, de disposer de tous les gros composants avec leur servitude à temps pour l'embarquement. Comme évoqué tout à l'heure, les travaux préparatoires à l'industrialisation des chaufferies et des groupes turbo-alternateurs sont d'ores et déjà lancés, respectivement par le CEA et par la DGA. De même, les travaux préparatoires à l'intégration des catapultes et brins d'arrêt sont d'ores et déjà en cours entre la DGA et ses correspondants de l'US Navy. L'achèvement se déroulera au port-base à Toulon, adapté dans le cadre du programme d'infrastructure pour l'accueil et le soutien du porte-avions de nouvelle génération, sans discontinuité de service, pendant les travaux pour le soutien du Charles de Gaulle. C'est depuis cette base que se dérouleront les essais nucléaires, puis les essais à la mer. Planche suivante, où l'on évoque la montée en puissance de l'organisation du programme. Le lancement des travaux d'avant-projet s'accompagne du renforcement de la maîtrise d'ouvrage. Une équipe intégrée, réunissant de nombreux spécialistes et experts de la DGA, du CEA et de la Marine se met en place. Elle veille à la coordination des travaux d'avant-projet sommaire, chaufferies et navires, prépare d'une seule voix l'instruction de sûreté et travaille à l'élaboration d'un cadre contractuel conjoint pour l'avant-projet détaillé. Plus encore, un programme d'ensemble a été créé. Il regroupe l'opération d'armement, les infrastructures d'accueil et de soutien et les opérations en interface. Le regroupement des équipes étatiques sur un plateau unique, ici même à Ballard, est en cours. Il accueillera rapidement une 30aine de personnes. Côté industrie, durant l'avant-projet sommaire, plus de 300 personnes seront mobilisées dans les bureaux d'études. De Naval Group, principalement à Lorient, des chantiers de l'Atlantique depuis Saint-Nazaire, de Technicatome depuis Aix-en-Provence et de leurs sous-traitants. Les travaux s'engagent dans la continuité de ceux menés depuis 2018, mais l'organisation industrielle pour la réalisation se prépare dès maintenant. Il s'agit d'une part de prendre en compte les responsabilités très imbriquées de Naval Group et des chantiers de l'Atlantique sur la plateforme, qui les ont conduits à constituer une société commune de projet, la maîtrise d'œuvre porte-avions,
Il s'agit d'autre part d'adopter avec Technic Atome une organisation globale comparable à celle retenue pour le SNLE 3G pour la réalisation des chaufferies et leur intégration. Les travaux d'interface, structurants pour la bonne prise en compte des besoins opérationnels et la capacité d'évolution du navire, seront également conduits en parallèle, notamment avec MBDA pour l'intégration des armes et des munitions et avec Dassault Aviation pour la mise en œuvre de l'aviation. Des systémiers comme Thales ou Safran ont également vocation à être mobilisés pour le système de combat, la connectivité ou encore le système de navigation. En termes de retombées économiques, pour la planche suivante, le développement et la réalisation du porte-avions de nouvelle génération représentent plus de 2000 équivalents temps plein en France, en moyenne, sur la durée du projet. La mobilisation de l'outil industriel national, en termes de RH notamment, augmentera rapidement de 2021 à 2030 pour la phase d'avant-projet puis de développement, pour se stabiliser de 2030 à 2036 pour la phase de réalisation. Les bassins d'emploi principalement concernés sont ceux des régions Pays de la Loire, Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le porte-avions contribuera à court terme à la relance industrielle à travers la mobilisation des bureaux d'études des maîtres d'œuvre et de leurs sous-traitants, dont toute leur base de fournisseurs, des plus grands comme Thales ou Framatome, jusqu'aux PME spécialisées. En ce qui concerne l'innovation, outre les progrès technologiques qu'il suscitera en matière de propulsion et d'intégration du numérique, le programme intégrera une logique d'évolutivité incrémentale et de rupture, notamment en matière de connectivité et de mise en œuvre de l'aviation, en lien avec le programme SCAF. Je suis arrivé au bout de mon exposé. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur en chef. Merci, commandant. On va maintenant prendre des questions en salle, en visio ou en audio. Monsieur, bonjour. Christophe Vion pour le magazine Airfan. Donc, sur le nouveau projet de porte-avions, donc, on est sur une base de 75 000 tonnes. De mémoire, le Charles de Gaulle était sur une base de 40 000 tonnes. On a pu constater qu'effectivement, la maquette que vous proposez s'inspire quand même beaucoup en fait, du modèle américain du porte-avions Ford, disons, dans le design. Deux questions par rapport à ça. D'une part, envisagez-vous aussi d'avoir moins de personnel donc à bord? Première question. Deuxième question, il y a un seul projet de porte-avions prévu pour l'instant, ou est-ce que ça pourrait être la base d'une famille de porte-avions par rapport à nos besoins, notamment pour couvrir un petit peu le taux de disponibilité du Charles de Gaulle qui est à 65%. Merci à vous. Je peux dire un mot sur le personnel à bord. Donc j'en ai parlé un petit peu. Hein, on sera sur si on prend tout l'équipage plus le groupe aérien plus l'état-major, un volume de 2000 personnes. Vous évoquez un type Ford. Un type Ford, on est plutôt sur les 5000 personnes. Donc en termes d'optimisation, on a moins de monde. Après, on a aussi moins d'aéronefs. Voilà. En termes, après, on peut faire des comparaisons en termes de tonnage. Sur un type Ford, vous êtes à peu près, si on fait à la centaine de tonnes, vous êtes à un peu plus de 4 marins pour une centaine de tonnes, là où sur le Charles de Gaulle, on sera plutôt sur le porte-avions de nouvelle génération, on va être à 2,56. Voilà. Après, ça reste de la manière dont on a travaillé pour l'équipage du Charles de Gaulle, du porte-avions de nouvelle génération. On a regardé ce qui aujourd'hui, on savait déjà qu'on pouvait un peu les optimiser à partir du Charles de Gaulle parce qu'on sait d'expérience que pour telle ou telle fonction, on peut avoir besoin d'un peu de monde. Maintenant, on reste malgré tout très prudent parce que c'est des bateaux qui sont amenés à durer longtemps en mer et donc il faut une bonne résilience. Et puis on a aussi beaucoup de tâches qui ne sont pas automatisables, notamment toutes les tâches de pont d'envol. Vous avez beaucoup d'avions à déplacer et ça s'automatise pas forcément. Donc à ce stade, on reste prudent sur ces questions d'automatisation qu'on avait poussé beaucoup à l'époque des frégates multimissions. Voilà, on en revient un petit peu aujourd'hui, notamment pour ces histoires de résilience. En écho, il y aura quand même une montée en maturité nécessaire pour s'adapter aux nouvelles technologies qui seront intégrées dans le porte-avions. Et donc, les sujets d'adaptation au poste de travail et d'adaptation du poste de travail aux marins seront des sujets importants qui seront poussés dans le cadre des travaux d'avant-projet. Vous avez fait le choix
donc des catapultes électromagnétiques, comme effectivement les Américains, mais aussi de plus en plus aussi les Chinois. D'après vous, c'est vraiment la base de travail maintenant sur des porte-avions à propulsion nucléaire de type que nous avons avec le Charles de Gaulle? Alors, c'est indépendant de la propulsion, mais c'est un sujet d'importance pour être capable de mettre en œuvre des configurations aériennes de plus en plus lourdes ou de plus en plus variées, parce que c'est aussi une des flexibilités apportées par l'aspect électromagnétique. Voilà. Et après, il y a des enjeux de fiabilité et de sécurité. Ce sont quand même des instruments importants qui mettent en œuvre des vies, puisqu'il y a des pilotes, et qui mettent en œuvre des objets précieux, notamment les aéronefs. Donc là-dessus, il y a des exigences de sécurité qui sont très très importantes, avec, pour le cas américain, des installations à terre qui sont extrêmement dimensionnées, avec un soutien logistique très fort, dont la Marine nationale bénéficie déjà dans le cadre du Charles de Gaulle, et dont elle pourra bénéficier à l'avenir à travers les catapultes et les brins d'arrêt du porte-avions de nouvelle génération. Merci. Autre question en audio. Bonjour, Xavier Vavasseur de Naval News. J'avais deux questions. La première concernant les essais d'un Rafale M à Lakehurst aux États-Unis. Quand est-ce qu'ils auront lieu? Et est-ce qu'ils seront conduits par l'aéronaval ou bien par DGA Essais en vol? Et l'autre question concernait les catapultes. Est-ce que vous avez fait un choix définitif concernant leur nombre sur le PANG? Certaines images en montraient 3, les images plus récentes en montrent uniquement 2. Voilà, merci. Alors, pour la première question, il y a bien des essais de compatibilité d'un Rafale Marine qui sont prévus avant le lancement en réalisation à Lakehurst, donc plutôt à la fin de la période actuelle de programmation, donc dans le cadre de la LPM actuelle. Ils sont préparés conjointement par la Marine et DGA Essais en vol, enfin la DGA d'une manière générale, hein, dans toutes ses composantes. Et donc, on verra dans les prochaines années comment les modalités précises se dessinent. Sur la deuxième question, le nombre de catapultes. Donc, je vais rapprocher le micro. Aujourd'hui, la configuration de référence à l'étude est bien à 2 catapultes. Néanmoins, dans les travaux d'avant-projet sommaire, il y aura des travaux d'analyse de la valeur qui regarderont la possibilité ou non de rajouter une 3e catapulte. Alors, il y a des enjeux financiers à la clé, c'est sûr, mais il y a aussi des enjeux d'architecture générale, puisque ce rail de catapultage en plus prend une place assez importante dans les hauts du navire, qui sont justement des places, qui représentent une place qu'on cherche à exploiter par ailleurs. Donc c'est un vrai sujet d'analyse de la valeur technique et financier. Bonjour, Thierry Dubois pour Aviation Week. Vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement, monsieur, allez-y. Merci. Merci pour les présentations. J'aurais 3 questions, s'il vous plaît. Pouvez-vous répéter ce qui dimensionne la longueur du pont d'un vol? J'ai noté la course du brin d'arrêt et je crois qu'il y avait un deuxième élément. Deuxième question, vous avez parlé de la disponibilité actuelle du porte-avions Charles de Gaulle qui est de 65%. Est-ce que vous avez mentionné un objectif de disponibilité, un objectif chiffré de disponibilité pour le PANG? Et troisième et dernière question, s'il vous plaît, combien d'aéronefs ce PANG embarquera-t-il? Donc, en particulier, combien de Rafale et combien de SCAF? Merci. D'accord. Donc, pour la première question, ce qui dimensionne au premier chef la piste oblique, c'est la pente et donc la distance d'appontage des aéronefs, et ensuite la course des brins d'arrêt, voilà, qui permet d'aller quasiment au bout de la piste oblique. Ensuite, on a une disposition d'architecture navale qui vise à éviter qu'on ait de l'eau sur le pont d'envol, qui conduit à la longueur du pont d'envol, voilà, la longueur hors tout. Et on arrive de ce fait à un pont d'envol de la classe 300 mètres de long. Sur la question du nombre d'aéronefs, les missions ont été analysées et pour dimensionner le porte-avions de nouvelle génération, a été retenu un groupe aérien constitué d'une trentaine de chasseurs de nouvelle génération, auxquels s'ajoutent 5 à 6 hélicoptères et, en fonction de l'analyse de la valeur, 2 ou 3 avions de guet aériens. Et, pardon, excusez-moi, je vais vous demander la troisième question. Plus tout le reste du système de combat aérien du futur, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on n'a pas... effectivement, on l'a dimensionné sur la trentaine de chasseurs de nouvelle génération. Après, le SCAF, mais c'est pas forcément nous les mieux à même
répondre à la question, c'est aussi les remote carriers, les wingmen, etc. D'accord. Quand vous dites 30 chasseurs de nouvelle génération, c'est 30 SCAF. Enfin, 30 NGF, pardon. 30 NGF, pardon. Oui, c'est ça, 30 NGF. D'accord. Et combien de rafales? Je suppose qu'il y aura aussi des rafales? Alors oui, mais le dimensionnement se fait sur la base des NGF, et comme le Rafale est d'une dimension un peu plus faible, ça laisse la possibilité d'en mettre plus. D'accord. Merci beaucoup. Et la troisième question, c'était sur la disponibilité. Est-ce que vous avez un objectif chiffré de disponibilité? Oui, les objectifs sont les mêmes que sur le Charles de Gaulle, avec notamment les enjeux de maîtrise du soutien des chaufferies nucléaires. Oui, c'est Jean-Marc Tanguy. J'ai 3 questions. Je travaille notamment pour l'hebdomadaire Le Marin, pardon. J'ai 3 questions. Une qui concerne basiquement le coût du programme, et dans ce coût, celui des composants américains, dont on a parlé dans vos briefings. Et je voulais savoir au passage s'il y a d'autres composants étrangers à part ce que vous avez noté dans ces présentations. Ça, c'est la première question. Deuxième question, on en parlait tout à l'heure, donc les Rafales marines opéreront depuis ce navire. Combien de temps vous pensez qu'ils seront à l'œuvre avant d'être retirés du service et de laisser totalement la place au NGF? Et enfin, on l'a touché du doigt tout à l'heure, comment vous intégrez dans l'architecture générale du navire les aéronefs sans pilote à bord? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières du fait d'intégrer dans le fonctionnement du pont d'envol et de son environnement des aéronefs sans pilote à bord? Merci à vous. Donc, sur les équipements en provenance des États-Unis, ils représentent en effet une valeur importante, et on travaille à discuter avec nos partenaires américains pour saisir et identifier les opportunités de mettre l'industrie française en responsabilité sur ces acquisitions. Ça, c'est un premier point. Il y a d'autres systèmes en provenance des États-Unis, notamment pour la mise en œuvre des aéronefs avec les dispositifs d'aide à l'appontage, hein, comme on en a aujourd'hui sur le Charles de Gaulle. Et en revanche, le reste du programme constitue quand même un programme éminemment souverain, avec une énorme part qui revient à l'industrie française. Le troisième point, c'était les contraintes pour mettre en œuvre des aéronefs non pilotés. Alors c'est un sujet très intéressant, hein. On regarde aujourd'hui notamment un des points clés va être la capacité à faire poser automatiquement ces chasseurs. Donc ça fait partie des études qu'on mène aujourd'hui pour savoir quelle est la meilleure technologie pour y parvenir. Après, il y aura forcément d'autres choses à regarder. Comment est-ce qu'on va manœuvrer comment on va manœuvrer ces aéronefs sans pilote sur le pont? Comment on va les insérer dans un circuit d'appontage? Donc il y a tous ces éléments à regarder. Voilà, c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles les Américains ont commencé d'abord par des drones de ravitailleurs qu'on peut facilement mettre dans des pontées. Et donc voilà, c'est des sujets qu'on regarde avec attention. Et en termes architectural, comme je le disais tout à l'heure, on prend en compte des mesures réservataires pour être capable d'intégrer de nouveaux systèmes et équipements à l'avenir, et notamment ces équipements-là qui peuvent être dimensionnants pour un système de combat, pour un système de communication, pour l'intégration au sein du système aviation. Et donc, c'est des choses qu'on regarde de manière très, très approfondie en parallèle des travaux d'architecture qui sont conduits dans les avant-projets. Je crois qu'il y avait la question sur la date de RSA du Rafale Marine. Alors là, le Rafale Marine est quand même parti pour durer. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura quand même de nombreuses années où le groupe aérien sera constitué de Rafale Marine. Alors peut-être de Rafale Marine uniquement dans un premier temps, puis d'un mélange de Rafale Marine et des composantes nouvelles du système de combat aérien du futur. Et puis à terme, le système de combat aérien du futur dans toutes ses composantes nouvelles. C'est bien intéressant de le rappeler, hein. C'est vrai qu'on se retrouve un peu dans la situation du Charles de Gaulle avec un porte-avions de nouvelle génération qui va commencer sa vie d'abord avec du Rafale, et puis qu'il y aura une transition. Si ma mémoire est bonne, sur le Charles de Gaulle, le passage au tout Rafale, donc la fin du super étendard, ça doit être 2016. Donc c'est presque 20 ans avec une mixité d'avions de bord. Bonjour, Marguerite Dégé de la Provence. Je voulais savoir si on en savait plus sur le calendrier de l'annonce du nom du futur porte-avions.
Ça, c'est une décision qui sera soumise à la ministre et au président de la République en temps voulu. Pour l'instant, le sujet est travaillé, mais n'est pas sur la table de la décision. Entendu, merci. Merci, madame. Bonjour, Pierre-Julien. Bonjour. Bonjour à tous, merci. Évidemment, bien sûr, en tant que journaliste, on aimerait bien avoir le nom du bateau, hein, ça c'est sûr. Et est-ce que ça tourne plutôt vers un nom de président ou est-ce qu'éventuellement on sera... On a compris que Colbert s'était retiré suite à différents mouvements qu'il y a. Richelieu, bien sûr, reste... Ça, c'était ma première question, un peu gadget, puisque je pense que la réponse, vous l'avez déjà donnée. Deuxième question, quels sont les moyens de défense qui seront sur ce PAN nouvelle génération face aux menaces, puisqu'on se rend compte que désormais, avec les torpilles, appelons-les ultra-véloces ou à vitesse de l'ordre de 500 km/h, le porte-avions pourrait devenir... Il est une cible éventuellement privilégiée, mais qui serait des plus fragiles aujourd'hui. Et puis, dernière question, là aussi, un petit peu plus simple en revanche, c'est vous parlez d'achat de futurs avions de guet aérien. Est-ce qu'éventuellement, vous avez quand même dans votre budget l'achat d'un avion type Greyhound du futur pour le transport en partie du personnel, parce que c'est vrai que les Greyhound ont quand même beaucoup manqué pour aller sur le Charles. Alors, Merci. Je ne peux pas répondre sur le budget du Greyhound. En revanche, c'est un sujet d'interopérabilité qui est pris en compte dès le début pour le porte-avions. Donc, c'est des choses sur lesquelles on se plonge et dont on regarde la faisabilité. Très bien. Oui, sachant que le Greyhound, hein, vous le savez, va être remplacé par le CMV-22. Voilà, c'est ça. Mais du coup, le porte-avions de nouvelle génération, comme d'ailleurs le Charles de Gaulle aujourd'hui, hein, seront compatibles de cet aéronef pour pouvoir bénéficier, en tout cas si on opère avec les porte-avions américains, pour pouvoir bénéficier de leur soutien logistique. Concernant les menaces et le système de combat, c'est une décision qui n'est pas encore arrêtée pour savoir le niveau, parce qu'en fait, sur un porte-avions, il ne se défend pas tout seul. Hein. Il a une escorte, il a un groupe aéronaval. Et le poids des moyens mis en œuvre pour défendre le porte-avions entre le bateau et son escorte n'est pas encore complètement défini aujourd'hui. En revanche, toutes les menaces que vous évoquez, là vous évoquez les torpilles, mais on parle aussi beaucoup des menaces hyper véloces. Ce sont des menaces qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Si vous me permettez une parenthèse sur ces menaces hyper véloces, hein, on a conduit déjà depuis 2018 avec nos industriels de défense qui eux aussi travaillent notamment à la dissuasion et sur ces missiles hyper véloces, à fabriquer ces missiles hyper véloces. On a conduit avec eux des études très poussées pour voir quelles sont les vulnérabilités de ces armements, puisque comme tout armement, comme les précédents, hein, missiles qui devaient viser les porte-avions qui étaient à l'époque supersoniques, ces armements ont des vulnérabilités. Et maintenant, on s'applique à mettre en œuvre les parades les plus efficaces pour y parvenir. Après, quoi qu'il arrive, oui, vous me parlez du porte-avions comme une cible. Malgré tout, c'est ce que j'ai évoqué en début de mon propos. Hein. Un des points très importants, c'est sa mobilité, qui en fait que ça reste toujours une cible mobile et donc plus difficile à toucher qu'une cible fixe à terre. Oui, j'ai une deuxième rafale de questions, c'est Jean-Marc Tanguy à nouveau. Allez-y, monsieur Tanguy. Merci. On l'a bien compris, donc ce navire il sera placé encore plus que les autres sous le signe de la haute intensité. Est-ce que ça veut dire que par rapport à ce qu'on fait déjà en termes de MCO à bord, qui est quasiment ce qu'on peut faire à terre, si ce n'est la même chose, vous voulez rester dans cette philosophie en fait pour la composante aérienne du porte-avions, pouvoir avoir une capacité à quasiment tout faire? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que je dois comprendre dans la réponse que vous avez faite tout à l'heure sur les composants américains, en fait, vous souhaitez impliquer des entreprises françaises dans les programmes de composants américains, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que des Français fabriquent des bouts de catapultes, ou est-ce que vous voulez que la contrepartie en termes de valeur soit compensée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, par des achats de matériel français par des forces américaines? C'est la deuxième question. Et enfin, la troisième question,
est-ce que la notion même de groupe aéronaval va évoluer, puisqu'on voit bien quand même que le porte-avions sera plus tout à fait le même par rapport à la génération qu'on connaît aujourd'hui? Quelle forme d'impact ça pourrait avoir en termes de capacité sur les navires qui sont autour du porte-avions, notamment les BRF qui sont actuellement en cours de fabrication, mais également les navires de combat qui sont autour de ce futur porte-avions? Merci. Alors je peux commencer peut-être par la dernière question sur l'évolution du groupe aéronaval. C'est un élément intéressant. Alors, le BRF, lui, il a déjà été prévu dès sa construction pour être capable d'escorter, pour être capable de soutenir le porte-avions de nouvelle génération, aussi bien en carburant qu'en bombe, qu'en pièces de rechange, et ça, quelle que soit l'élongation partout dans le monde, puisque l'intérêt d'un porte-avions, c'est bien son caractère expéditionnaire, sa capacité à opérer loin, longtemps et en autonomie. Concernant le reste de son escorte, mais en fait, elle va être. Alors, on a des navires qui viennent d'arriver, qui sont assez récentes. Hein. Les FREMM, la dernière FREMM sera inaugurée par la Minarme la semaine prochaine. Ceux-là vont durer une trentaine à quarantaine d'années, mais tout au long de la vie du porte-avions, le porte-avions vivra jusqu'en 2080, donc toute cette escorte va être renouvelée, et donc les futurs, par exemple, si je prends l'exemple d'un élément clé de l'escorte qui sont les frégates de défense aérienne, les futures frégates de défense aérienne, elles devraient arriver à peu près dans le même temps que porte-avions de nouvelle génération, donc elles seront particulièrement adaptées à ce bateau. Il y aura un certain nombre de synergies qu'on mettra en place pour qu'elles s'intègrent bien. Mais du coup, voilà, l'évolution va venir en fonction des armements qu'on mettra sur ces navires-là. Un autre point clé, ce sera bien la connectivité entre ces navires, et notamment leur capacité à opérer ensemble. Je ne vais pas forcément aller loin dans les détails techniques, mais il y a quelque chose qu'on est en train de mettre en place, qui est le combat collaboratif, qui consiste à avoir une intégration vraiment au niveau du signal radar, qu'on est capable de se partager entre bateaux pour être beaucoup plus efficace en groupe qu'on a pu l'être jusqu'à présent avec les liaisons de données tactiques. Donc ça nous permettra d'avoir un avantage sur l'adversaire. Pour revenir sur votre question, donc au niveau de la direction de programme, l'enjeu c'est de voir les conditions d'une autonomie la plus grande possible de mise en œuvre et de soutien des catapultes et des brins d'arrêt, et ce qui conduit à rechercher et saisir autant que possible toutes les opportunités d'implication de l'industrie française dans la réalisation et le soutien des systèmes qui sont l'objet de l'acquisition donc auprès des États-Unis. Donc les catapultes, les brins d'arrêt, et puis les systèmes d'aide à l'appontage. Pour ce qui est de votre question sur la maintenance aéronautique embarquée, c'est un sujet essentiel. La philosophie n'a pas changé. On doit durer à la mer longtemps, en autonomie. En revanche, c'est un sujet majeur d'ingénierie des interfaces entre le porte-avions de nouvelle génération, qui doit prévoir des locaux adaptés à cette maintenance, qui doit prévoir un équipage et un ensemble de personnel armant le groupe aérien capable d'assurer cette maintenance aéronautique, et ça dépend intimement du concept de soutien qui sera retenu pour les différentes composantes du système de combat aérien du futur. Donc on entame des travaux d'interface très serrés sur ces sujets, mobilisant notamment Naval Group et Dassault Aviation. Parfait, merci beaucoup. Y a-t-il une éventuelle dernière question ? Non, plus de questions. Alors je vous propose pour conclure cette séquence de voir rapidement un film qui fait à peu près 3 minutes sur les enjeux autour du porte-avions actuel, Charles de Gaulle. Extrêmement intéressant et didactique et vivace. Donc on termine sur ce film-là. Je remercie infiniment l'ingénieur en chef de l'armement Jean-Baptiste, le capitaine de frégate Jérôme, tous deux de l'équipe de programme du porte-avions nouvelle génération, pour avoir répondu avec précision et enthousiasme à nos questions. Merci beaucoup à tous les deux. Et on envoie le film, s'il vous plaît.
Ça conclut donc notre séquence sur le porte-avions de nouvelle génération. Et je laisse maintenant la parole au colonel Barbry pour faire un point sur les opérations. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur le porte-parole, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la synthèse des opérations, toujours aussi dense cette semaine, que je vais créer avec vous en 9 points. Un premier point sur Barkhane, ensuite Corimbe, Chamal, Clémenceau 21, CTF 150, Jeanne d'Arc 21, Irini, Lynx et enfin Résilience. Je débute donc avec l'actualité Barkhane, avec la pleine capacité de la Task Force Takuba. Une task force qui a été mise en place à l'été 2020. Takuba est montée en puissance conformément au calendrier qu'on avait fixé. Et je tiens à rappeler à ce stade que Takuba ressort directement de l'autorité du Comanfort de Barkhane et que cette task force est aux ordres d'un officier général français. Il ne s'agit pas non plus d'une opération spéciale. Et donc je vais développer avec vous le schéma et le dispositif sur le terrain. D'une part, sur la base opérationnelle avancée de Ménaka, on trouve le poste de commandement armé par des militaires belges, estoniens, français, italiens, néerlandais, portugais, suédois et tchèques qui planifient et conduisent les opérations de la task force. On trouve également le task group numéro 2 franco-tchèque qui opère avec les unités légères de reconnaissance et d'intervention numéro 2 et numéro 4. On y trouve la force de réaction rapide, pleinement opérationnelle et qui s'appuie notamment sur des hélicoptères de type Black Hawk suédois. On trouve le soutien médical d'urgence qui est assuré par une antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage ARCS suédoise. Et la protection de la force est quant à elle assurée par un sous-groupement tactique équipé de véhicules de l'avant blindés et d'une section de fusiliers marins. Deuxièmement, sur la plateforme opérationnelle désert de Gao, la PFOD, le task group numéro 1 franco-estonien vient de débuter la formation d'une nouvelle section de l'ULRI numéro 3. Enfin, troisième point, sur la base aérienne projetée de Niamey, un aéronef de transport tactique suédois de type C-130 assure le soutien de la task force. Je rappelle que les ULRI, donc unités légères de reconnaissance et d'intervention, sont armées par des militaires, des forces armées maliennes qui sont environ 90 et qui sont équipés à la fois d'armement, d'une vingtaine de motos et d'une quinzaine de pick-up. Aujourd'hui, le dispositif comprend ainsi 600 militaires de 8 nationalités différentes. Parmi eux, on compte 300 militaires français provenant des forces spéciales et des forces conventionnelles, comme j'ai pu l'évoquer. Alors c'est dans ce contexte que Madame la ministre des Armées, Florence Parly, en déplacement dans la bande salo-saharienne avec ses collègues estoniens et tchèques, comme l'a évoqué Monsieur le porte-parole, a déclaré la pleine capacité opérationnelle le 2 avril 2021. J'enchaîne maintenant avec les premières actions de combat du GTD Chimère. Le 30 mars, après 3 jours de route dans le désert sahélien, le groupement tactique désert Chimère a rejoint le 8e bataillon tchadien de la force conjointe du G5 Sahel à la frontière malo-burkinabé. Les postes de commandement français et tchadiens ont pris en compte leur zone d'opération. Ce sont désormais, dans le cadre d'une vaste opération, 1500 militaires tchadiens, maliens, burkinabés et français qui opèrent ensemble dans la région dite des 3 frontières pour harceler les groupes armés terroristes. À cet égard, ils ont d'ores et déjà connu une première action de combat, puisqu'au cours d'une mission de reconnaissance conjointe, Chimère et une compagnie des forces armées maliennes du camp de Tessit ont mené une embuscade qui a permis de neutraliser une partie d'un groupe armé terroriste. Cette action a également permis de saisir une moto ainsi que des radios. Alors, j'avais évoqué avec vous il y a 2 semaines les relèves du dispositif terrestre et je souhaitais évoquer avec vous cette semaine les relèves du dispositif aérien de la force Barkhane. Donc, dans ce cadre, nous avons sur la base aérienne projetée de Niamey, en ce qui concerne le détachement drone, les équipages du détachement 49 sous la responsabilité de l'escadron drone 133 Belfort ont été relevés par l'escadron drone 233 Savoie. Donc, aguerris parfaitement aux opérations sur ce théâtre, ces pilotes, opérateurs, capteurs, coordinateurs tactiques et opérateurs images effectueront plusieurs centaines d'heures de vol tout au long de leur mandat. Deuxième point, le détachement chasse. C'est le détachement 39 qui assure désormais la couverture aérienne en BSS. Il est composé de pilotes provenant de l'escadron de chasse 2-5 Île-de-France basé à Orange et de pilotes et de navigateurs, officiers système d'armes de différents escadrons de la 3e escadre de chasse de Nancy
Ils mettent en œuvre 6 Mirage 2000D et 2 Mirage 2000C entretenus par une soixantaine de mécaniciens, structures et avioniques. Je bascule maintenant sur le soutien de Barkhane à la MINUSMA, puisque le 2 avril, alors que le camp de la MINUSMA situé à Aguelok, dans le nord-est du Mali, venait de subir une attaque de la part des GAT, la force Barkhane a apporté un appui aérien. 2 Mirages ont appuyé les casques bleus tchadiens qui ont courageusement combattu en réalisant un show of force, participant ainsi à la réassurance du camp. Dès le lendemain, et devant la suspicion d'une nouvelle attaque, la MINUSMA a demandé le soutien de la force Barkhane et une patrouille de Mirage a de nouveau été engagée pour effectuer un nouveau show of force. Au bilan, pour ce qui concerne les sorties hebdomadaires air, comme indiqué à l'écran, les avions donc, de la force Barkhane ont réalisé 91 sorties, parmi lesquelles donc 24 sorties chasse, 25 sorties ISR, 42 missions de transport ou de ravitaillement. Je passe maintenant sur l'opération Corimbe. Et pour évoquer avec vous le cadre du concept de présence maritime coordonnée, avec un exercice naval qui a mobilisé plusieurs moyens européens, donc nommé Neptune, et qui s'est déroulé sur la journée du 2 avril. Donc c'est dans le golfe de Guinée que le porte-hélicoptère amphibie Dixmude, la frégate italienne Luigi Rizzo, le patrouilleur espagnol Furor et le patrouilleur portugais Setúbal se sont exercés à la coordination tactique. Alors une journée particulièrement dense et dynamique puisque les hélicoptères donc italiens NH90 se sont entraînés à des exercices de corde lisse donc sur la plateforme du bâtiment porte-hélicoptère amphibie français, pendant que les pilotes des Alouettes 3 de ce même PHA s'entraînaient à l'appontage sur les frégates italiennes. Cette opération et coopération multilatérale a pour objectif de renforcer la présence maritime européenne de manière coordonnée dans cette région afin de mieux lutter ensemble contre l'insécurité maritime qui y sévit. Je bascule maintenant Proche et Moyen-Orient avec l'opération Chamal, puisque depuis le 24 mars, le groupe aéronaval actuellement dans le Golfe arabo-persique est engagé dans l'opération Chamal, volet français de l'opération Inherent Resolve. Donc les Rafales marines et les Hawkeye du groupe aérien embarqué effectuent de nombreuses sorties aériennes au-dessus du théâtre irako-syrien. Donc ces vols sont effectués en complément de ceux qui sont opérés depuis la base aérienne projetée au Levant, ainsi que sur la base aérienne aux Émirats arabes unis. Tous ces aéronefs effectuent des missions de renseignement, de reconnaissance et d'appui des troupes au sol. Au bilan, et pour cette semaine, donc l'ensemble de ces aéronefs, que ce soit du GAE, de la BAP ou des Émirats arabes unis, ont réalisé 43 sorties aériennes. Clémenceau maintenant avec cette semaine, donc outre ce que j'évoquais concernant l'opération Chamal, le GAN a conduit des manœuvres de coopération avec les forces armées émiriennes. Les Rafales marines et des Mirage 2000 émiriens ont réalisé des manœuvres aériennes conjointes, tandis qu'un hélicoptère émirien a réalisé des séances d'appontage sur la frégate de défense aérienne Chevalier Paul. Chevalier Paul, justement, encore, avec une mission de secours, puisque dans la nuit du 3 au 4 avril, le Chevalier Paul, alors à une quarantaine de nautiques au large des côtes iraniennes, a détecté une embarcation en détresse à proximité de sa position. Le commandant du Chevalier Paul a fait mettre à l'eau son embarcation rapide pour lui porter assistance et tenter de réparer le moteur endommagé. Dans l'incapacité de réparer ce moteur, d'une part, et d'autre part, compte tenu des conditions météorologiques particulièrement difficiles dans cette zone, il a été décidé de procéder à l'évacuation de ces 3 pêcheurs et de les recueillir à bord du bâtiment français. En parallèle donc de leur prise en charge, c'est toute la chaîne de coordination de sauvetage et de secours qui a été mise en œuvre, et le centre opérationnel d'Aladien a ainsi établi le contact avec le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, le CROSS, pour coordonner le retour des 3 pêcheurs dans leur pays. Dès le lendemain matin, l'embarcation du Chevalier Paul a ainsi pu transférer les rescapés à une venette des gardes-côtes iraniens. Donc après cette action de sauvetage, illustrant la solidarité des gens de mer, la frégate de défense aérienne Chevalier Paul a poursuivi sa mission d'escorte du porte-avions. On bascule maintenant à la CTF 150. Et le lundi 5 avril, l'hélicoptère Panthère de la frégate de surveillance Nivose, alors en opération en mer d'Arabie au sein de la CTF 150, a repéré un boutre suspect visité dès le lendemain. Cette séquence a abouti à la découverte et à la saisie de 710 kg de cristaux de méthamphétamine et de 402 kg d'héroïne.
Pour mémoire, fin mars déjà, le Nivose, alors qu'il était intégré au groupe Jeanne d'Arc, avait réalisé 3 opérations de visite qui avaient permis de saisir plus de 360 kg de méthamphétamine, 300 kg d'héroïne et 1,2 tonne de résine de cannabis sur 3 différents boutres. Au bilan, avec la diapositive suivante, voilà. Au bilan, vous avez la saisie donc, pour le trimestre de l'ensemble des drogues, 24 tonnes 4 de drogues qui ont été saisies par les différents bâtiments de la Marine nationale. Et ce chiffre est à mettre en regard des saisies complètes pour l'an 2020 qui n'étaient que de 8 tonnes 2 au total. On bascule maintenant avec Jeanne d'Arc 21. J'avais évoqué avec vous la semaine dernière l'exercice La Pérouse, conduit par la France avec donc la Jeanne d'Arc 21 dans le golfe de Bengale. Cet exercice a visé à renforcer notre interopérabilité avec les marines des pays partenaires dans la zone du golfe du Bengale. Il a débuté le 5 avril et s'est achevé hier. Les 2 bâtiments français et 6 navires de guerre des marines américaines, australiennes, indiennes et japonaises ont réalisé de très nombreuses activités permettant ainsi de partager notamment nos procédures tactiques. Opération Irini maintenant. Le 3 avril, à l'aube, le patrouilleur de haute mer, 1er maître l'air, engagé donc, en soutien direct de l'opération Irini, a effectué une opération de visite sur le navire de commerce Medcon Izmir, battant pavillon panaméen et transportant des containers entre la Turquie et la Libye. Donc, après une phase d'interrogation radio, le navire de commerce a accepté la visite et une équipe donc, de 12 marins est montée à bord. Elle a procédé à une enquête de pavillon, puis à la fouille des locaux et des containers du navire. Alors, durant environ 5 heures, l'équipe de visite a inspecté la totalité des containers visibles, comme vous le voyez à l'écran. C'est la 11e opération de ce type pour les bâtiments engagés dans l'opération Irini. Alors, ce qui prouve l'interopérabilité des moyens européens déployés, italiens, allemands et français en l'occurrence, et démontre la détermination d'Irini à faire respecter l'embargo sur les armes à destination de la Libye. À ce titre, le mois dernier, le mandat de l'opération Irini a été reconduit jusqu'au 31 mars 2023. Mission Lynx maintenant, puisque le 3 avril, le sous-groupement tactique interarmes a débuté l'exercice Bold Eagle que j'avais pu évoquer avec vous la semaine dernière dans les environs de Tapa en Estonie. Donc, outre la composante française, cet exercice mobilise des troupes américaines, britanniques et estoniennes. Pour la mission Lynx 9, il s'agit du premier entraînement au combat de haute intensité dans un cadre interallié de niveau bataillon. 3 séquences de 72 heures sont prévues et elles constitueront l'occasion idéale pour les différentes nations de tester l'interopérabilité de leur matériel et des procédés tactiques de missions défensives et offensives. Alors, l'exercice Bold Eagle, il constitue une étape préalable à la préparation de l'exercice Spring Storm, qui aura pour but de tester le niveau de préparation des forces de l'OTAN face à une crise fictive. Enfin, opération Résilience, puisque comme vous le savez, à la demande du ministère des Solidarités et de la Santé, les forces armées fournissent un appui à la mise en œuvre de la stratégie vaccinale définie par le gouvernement. Ainsi, depuis le début de la semaine, les hôpitaux d'instruction des armées, l'Aveyron à Marseille, Sainte-Anne à Toulon, l'Aiguest à Metz, Bégin à Saint-Mandé, Robert-Picquet à Bordeaux et Clermont-Tonnerre à Brest ont été aménagés pour augmenter progressivement et rapidement le nombre de vaccinations contre la Covid-19. Enfin, ce qui a été évoqué par monsieur le porte-parole, le 12 avril prochain, un premier centre militaire de vaccination de circonstance, qu'on appellera désormais pôle militaire de vaccination ou PMV, sera ouvert à Olivet, dans le Loiret. Donc, dans ce PMV, une équipe de 60 à 80 militaires assureront à la fois l'accueil, le filtrage, l'accompagnement des Français qui souhaitent se faire vacciner, mais également la direction et le soutien logistique. Donc, le personnel soignant relevant du secteur civil assurera quant à lui les actes de vaccination. Donc, c'est le 12e régiment de cuirassiers qui assurera le pilotage de ce centre et qui sera dans un premier temps ouvert 5 jours sur 7, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. À terme, ce centre, donc ce pôle militaire de vaccination, sera en mesure de vacciner jusqu'à 1000 personnes par jour. Donc, l'action des armées, elle s'inscrit bien évidemment dans une logique de participation à l'effort collectif de tous les ministères, et l'offre des armées répond au principe de complémentarité et en aucun cas de concurrence. Voilà, je suis
bien évidemment disposé à répondre dès à présent aux questions éventuelles. Christophe Vignon, juste pour une petite précision concernant effectivement les centres militaires donc, de vaccination. J'ai bien compris que donc ils sont bien sûr ouverts à toute la population et bien sûr pas seulement aux forces armées. Le process, c'est en fait on s'inscrit sur Doctolib de manière générale, c'est ça, et après. Alors, tout à fait, monsieur. Le principe général, il est le même que dans les autres centres, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez une population éligible. Donc schématiquement, aujourd'hui, c'est 69 ans avec comorbidité ou plus de 70 ans. À partir de là, vous vous inscrivez sur le site Doctolib, auquel sont rattachées donc, toutes les plateformes, à la fois les 7 hôpitaux d'instruction des armées précités, mais le futur donc, pôle militaire de vaccination. Alors la seule différence qui existe, c'est que les HIA, ils sont bien armés environ par 70 personnes qui sont toutes militaires et ressortissants du service de santé des armées. Pour le pôle militaire de vaccination, donc tel qu'il sera défini à Olivet, il est lui armé et dirigé par les militaires. En revanche, ce qu'on appelle les piqueurs, en tout cas le personnel soignant, ressortiront donc du secteur civil. Très bien, merci. Est-ce que vous avez en tête le taux de vaccination de nos forces armées? Mais je sais que forcément le personnel de Charles de Gaulle avait été vacciné forcément, mais est-ce que de manière générale nos forces armées ont pu bénéficier des vaccins? Merci. Ça, c'est des éléments qu'on a déjà donnés la semaine dernière, monsieur, il y a 2 semaines. Enfin, on peut y revenir, mais... On avait expliqué qu'on a procédé à l'administration de 24 000 doses depuis début janvier, à peu près 10 000 doses à destination de personnes non ressortissantes du ministère des Armées et 14 000 doses ressortissantes pour des personnes ressortissantes du ministère des Armées. Voilà. Et un peu plus dans le détail, je crois sous votre contrôle, mon colonel, qu'on a de l'ordre de 25% des personnels du service de santé des armées qui sont à ce stade vaccinés et que les personnels du ministère des Armées suivent la même stratégie, en tout cas qu'on leur applique la même stratégie que pour le reste des Français. On a affaire très largement à des populations jeunes, athlétiques et bien portantes, et hormis pour quelques dispositifs particuliers, l'opération Clémenceau 21, le groupe aéronaval, les marins de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui pour des raisons de continuité de mission doivent être vaccinés, l'ont été, mais sinon on s'inscrit dans la stratégie gouvernementale. Voilà, parfaitement en ligne, si ce n'est... en temps réel, là, nécessairement, en ayant participé à cet effort de vaccination, les chiffres augmentent puisque aujourd'hui, la totalité est à environ 28 000. Oui, rebonjour, c'est Jean-Marc Tanguy. J'avais 3 questions. La première concerne le porte-avions. Donc, vous nous avez dit que les aéronefs français de l'opération Chamal avaient réalisé 43 sorties en une semaine. Donc, si on voit que d'habitude, les Rafale Air font 15 à 20 sorties, ça semble pas beaucoup, 20 sorties pour le Charles de Gaulle. Alors, est-ce que peut-être mon raisonnement est un petit peu biaisé? Et est-ce que sur ce même sujet, ces Rafales font également des sorties sur la Syrie? C'était donc la première question. La deuxième question se rapporte à un élément que vous avez apporté tout à l'heure sur les relèves. Vous avez expliqué que le 133 Belfort était relevé par le 233 Savoie. Je voulais savoir si c'est le premier mandat du 233 Savoie, qui est une unité qui a été réactivée il y a peu de temps, si c'est son premier mandat en OPEX à Niamey. Et enfin, une question d'actualité très chaude, puisqu'on a appris pendant votre point presse que le chef d'état-major des armées a expliqué pendant 2 heures hier aux députés de la commission de la défense ce qui s'était passé à Bounty. Je voulais savoir s'il y avait de nouveaux éléments, parce que 2 heures, alors que le ministère des Armées avait dit qu'il n'y avait pas matière à expliquer puisque tout s'était passé comme il l'avait dit. Pourquoi tant de temps dans ce cas-là si tout était bien clair? Merci. Alors, pour répondre très précisément à vos questions et dans l'ordre, concernant le porte-avions, il y a 10 sorties qui ont été effectuées pour les aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace, donc de la BAP au Levant, et de la base aérienne aux EAU, et 33 sorties pour le groupe aéronaval, 24 pour les Rafales M et 9 pour les Hawkeye. Et ensuite, le territoire, comme je l'ai indiqué, c'est bien le territoire irako-syrien. Concernant la deuxième question, je reviendrai vers vous pour savoir le taux de projectabilité
Et effectivement, s'il s'agit de la première mission pour le Savoie. Concernant la troisième question, effectivement, à l'invitation de Madame la Présidente de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, le général d'armée François Lecointre y a répondu favorablement et est venu s'exprimer devant l'ensemble des groupes politiques représentés. Cette information a duré 2 heures et dans le fonctionnement normal des institutions, il apparaît essentiel que le SEMA puisse réserver un certain nombre d'informations qui relèvent de la sécurité des opérations auprès des représentants de la nation. Voilà ce que j'avais à dire pour cette séquence, M. Tanguy. Vous m'entendez? Bonjour mon colonel, bonjour Frédéric. On a bien compris que Takuba avait pour théâtre d'opération le Mali. Alors c'est vrai que ma question est un petit peu celle de monsieur de la Palisse, mais ces forces alliées belges, estoniennes, françaises, évidemment, italiennes, etc., depuis leur PC de Ménaka, bénéficient-elles également de l'aide américaine, c'est-à-dire du soutien, notamment en matière de renseignement, comme Barkhane en dispose depuis, par exemple, le Niamey? Alors bonjour monsieur, bonjour Pierre. Donc concernant la réponse à votre question, Takuba est consubstantiel de Barkhane. Donc je le répète, Takuba est une extension de Barkhane. Ce n'est pas une opération spéciale, c'est bien une mission dite 3 Alpha, donc pour conseiller, assister, accompagner les forces armées maliennes qui ont pris pour structuration la forme d'unités légères de reconnaissance et d'intervention. Et donc nos camarades et alliés américains fournissent pour la bande sahélo-saharienne et pour Barkhane et donc pour Takuba, à la fois de l'appui en matière de ravitaillement, de transport intra-théâtre, mais également de renseignement. Et donc tout cela irriguant la chaîne Barkhane, irrigue également Takuba. Merci. Merci. Bonjour, j'avais une dernière question pour l'officier programme ou le directeur programme PANG, s'il est possible qu'il me réponde. Alors, ils sont plus là, on peut quand même prendre votre question. Pourriez-vous juste nous rappeler qui est en ligne, là, monsieur? Alors, je suis Xavier Vavasseur de Naval News. Allez-y. Je voulais savoir si la donnée concernant la longueur du porte-avions, donc 300 mètres, si c'était la longueur hors tout ou si c'était la longueur à la flottaison ou la longueur du pont d'envol. Je crois que c'est la longueur hors tout, mais on vous le confirmera hors point presse. Très bien, merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Mon colonel. Nous aurons un point presse la semaine prochaine à la même heure, dont le thème vous sera communiqué très prochainement. Nous vous signalons que la semaine qui suit, donc le jeudi 22 avril, il n'y aura pas de point presse, sauf actualité particulière nécessitant évidemment la tenue d'un point presse. Mais sinon, pas de point presse a priori le jeudi 22. Voilà, merci beaucoup à tous. Très bonne journée. À bientôt.